J'ai donné à mon mari un ultimatum pour enfin s'occuper de notre fille et de la maison ou faire face à un divorce, après qu'il a refusé de contribuer après sa perte d'emploi. Mon mari, 37 ans homme, travaillait pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que moi, 36 ans, femme, restais à la maison pour m'occuper de notre fille de 2 ans. Le mois dernier, il a perdu son emploi et m'a dit qu'il se sentait épuisé et qu'il n'était pas désireux de faire quoi que ce soit. J'ai dit d'accord et j'ai proposé de travailler pour qu'il puisse s'occuper de notre fille à la maison et se reposer jusqu'à ce qu'il se sente mieux. D'ailleurs, notre fille va à la crèche, donc il s'agit principalement de quelques tâches ménagères et de la récupérer. Mais il a dit non, il a besoin de son temps pour être complètement libre. Je me suis mise en colère parce que cela signifie soit que je travaille tout en m'occupant de notre fille, soit que notre famille fera face à une pression financière importante. Mais je suis quand même resté calme et j'ai passé un mois terrible à tout faire pendant qu'il traînait avec ses amis et jouait à la PS5. Finalement, je n'ai plus pu tenir et je lui ai dit qu'il devait choisir entre être homme au foyer ou le divorce. Il a choisi le premier, mais cela semblait forcé. Je me pose sans cesse la question. Ai-je été trop dur? Tout conseil serait le bienvenu. Qu'il avait vraiment apprécié ce mois de congé. Je comprenais un peu parce que nous avions beaucoup voyagé avant la naissance de notre fille, et la vie a été plus difficile depuis. Je lui ai dit que je ne le forcerais pas à travailler et qu'il pouvait prendre son temps tant qu'il pouvait récupérer notre fille et faire les tâches ménagères. Il a hésité mais m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je pensais que c'était la fin. Puis le lendemain, je suis rentré du travail et j'ai trouvé sa mère là. J'étais choqué parce qu'il ne m'avait rien dit. Elle a commencé à récupérer notre fille et à faire les tâches ménagères. Ça me rend folle parce que je ne m'entends jamais bien avec elle, et mon mari le sait. J'ai l'impression qu'il lui a demandé de venir pour pouvoir continuer à être enfantin, ignorant comment je me sens. Sa mère l'a élevée en tant que mère célibataire, et selon mon mari, elle était très protectrice et avait prévu de vivre avec lui toute sa vie. Il se sentait étouffé, alors il est allé à une université loin de chez lui et a réduit le contact avec elle. Je me souviens d'une fois où elle est venue et est tombée malade, a vomi, et j'ai nettoyé son désordre. Soudain, elle a demandé à son fils de venir et lui a dit que son sous-vêtement était sale et avait besoin d'être lavé à la main cette nuit-là, même si nous avions une machine à laver. Mon mari et moi avions convenu que notre mariage était le nôtre et qu'elle ne viendrait pas vivre avec nous. Il a rompu sa promesse. J'envisage le divorce, mais j'ai peur que notre fille soit trop jeune pour le comprendre. J'ai pensé à tenir le coup un moment, mais ces jours à vivre avec elle me rendent déjà folle et je ne vois pas de fin rapide. J'ai pensé à être une ingrate et à la forcer à partir, mais cela pourrait mener au divorce. J'ai vraiment besoin de conseils. Merci à tous. OOP. Cela m'aide beaucoup. Merci pour vos mots. OOP. Je me détesterais si ce scénario se produit réellement. Vous avez raison. Merci. Cela arrive si facilement et inconsciemment. Tous mes ex-petits amis sont exactement comme mon père, mais mon mari est exactement comme mon beau-père. J'ai imité la relation toxique de mes parents sans m'en rendre compte, puis quand ma mère m'a montré un bon mari et père, et une relation saine, encore sans essayer ou m'en rendre compte, j'ai trouvé ça pour moi-même. Une fois que je l'ai vu dans un bon mariage, c'était déconcertant quand quelqu'un montrait des drapeaux rouges, parce que ce n'était pas normal pour moi. Mais avant tout ce que je connaissais, c'était la toxicité, donc les drapeaux rouges ne semblaient pas si rouges, c'était ce à quoi j'étais habitué. OAP. Bon point, je commence à m'inquiéter que ma fille pourrait le réaliser inconsciemment. J'ai découvert que ma femme avait posté sur notre situation sur Reddit. Alors j'ai pensé que je devrais partager mon point de vue aussi. J'ai perdu mon emploi en mai et voulais un peu de temps libre parce que la vie après avoir eu un bébé semble étouffante. J'ai toujours été un esprit libre, travaillant et voyageant. Puis j'ai rencontré ma femme, J. Ce mode de vie a continué et nous avons beaucoup voyagé, du Tibet à l'Antarctique. J'étais vendeur et elle avait un great business vendant des sacs répliques, gagnant suffisamment pour que nous puissions profiter de nos vies. Nous nous sommes bien entendus, nous nous sommes mariés et avons passé de bons moments ensemble. Nous avons même envisagé de ne pas avoir d'enfants et avons consulté un couple plus âgé lors d'une croisière en Antarctique, dont le bonheur m'a convaincu que cela pourrait être notre avenir. Le problème, c'est que ma mère voulait vraiment un petit enfant. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé et je pensais que ce n'était pas grand-chose. Alors j'en ai discuté avec ma femme et nous avons décidé de procéder. Sa grossesse a été difficile. Elle avait de graves nausées matinales et je me sentais vraiment désolé pour elle. Après la naissance du bébé, elle voulait se concentrer sur le bébé et j'ai accepté de porter seul le fardeau familial. La vie est devenue alors tout au sujet du travail, sans plus de voyages ou d'autres choses intéressantes. Alors le mois dernier, j'en avais assez. Plus de travail, plus de devoirs de bébé,
et nous avons convenu de me donner une pause d'essai. Le mois dernier a été assez réparateur jusqu'à ce qu'un jour elle se fâche et me donne soudainement un ultimatum de divorce. Je ne voulais pas de divorce. Alors j'ai commencé à faire les tâches ménagères, ce à quoi je n'étais pas préparé. Puis la semaine dernière, ma femme est rentrée à la maison et m'a demandé de discuter, me montrant son post à propos de nous dans ce sous-forum. Elle a dit que des millions de personnes l'avaient lu et m'avaient traité d'AH immature. J'étais assez contrarié et j'ai demandé à ma mère de m'aider avec les tâches ménagères pour que ma femme se sente soulagée et, pour être honnête, pour lui faire face à sa bluffe. Elle n'est pas contente, bien sûr, et moi non plus. Nous avons à peine parlé depuis lors, une sorte de froid. Ces jours-ci, je l'ai surprise plusieurs fois à regarder son téléphone longtemps et parfois à pleurer. Je crois qu'elle a de nouveau posté à notre sujet et j'attends qu'elle me parle même si je voulais commencer la conversation, mais j'ai été intimidé par la tension dans la famille. Mise à jour 2. J'hésitais parce que nous avons passé d'agréables moments. Et je t'aimais. Je ne t'ai pas parlé ces jours-ci parce que je voulais voir si tu enverrais ta mère à la maison et discuter. Je fais maintenant cette mise à jour parce que, comme tu l'as dit dans le post, je te vois et je veux que tout le monde, surtout ceux qui m'ont dit que tu pourrais être déprimé, te voient. Je ne peux pas croire que tu préfères te défendre sur Reddit plutôt que de me parler face à face. Si c'est comme ça, faisons ça. Mise à jour 3. Après mon dernier post, j'étais dans un état bizarre. Je me sentais piégé dans un limbo où parler à mon mari semblait futile. Mais l'idée du divorce me semblait comme une main invisible qui serrait ma gorge, rendant ma respiration difficile. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon psychologue, qui connaît mon enfance et comprend mon parcours, y compris mon adoption et la dynamique familiale. Oui, je suis adopté. Bien que mes parents adoptifs m'aient très bien traité, je n'aime généralement pas en parler. Avant d'avoir mon enfant, j'ai spécifiquement consulté le psychologue parce que j'avais peur que mes problèmes non résolus n'affectent inconsciemment ma fille. Ainsi, lors de notre conversation, elle a souligné que l'enfant en moi désire désespérément mes parents biologiques, tandis que l'amour de mes parents adoptifs me fait rejeter cette idée. En conséquence, je suis obsédé par le maintien de la famille biologique idéale que je n'ai jamais eue. Cette prise de conscience a résonné profondément, me faisant réaliser pourquoi j'avais retardé de prendre des mesures décisives si longtemps. Après notre séance, j'ai ressenti un fort besoin de parler à un avocat au sujet du divorce. Je voulais donner la priorité à l'avenir de ma fille, plutôt qu'à mon unité familiale illusoire. J'ai donné à l'avocat toutes les informations nécessaires et exprimé mon désir d'une résolution rapide. Elle m'a informé que le processus pourrait être terminé en aussi peu qu'une semaine si mon mari acceptait de coopérer, bien que cela puisse prendre plus longtemps autrement. Elle m'a recommandé de discuter de la question avec lui pour faciliter le processus. J'ai donc planifié dans mon esprit de choisir un jour pour l'affronter. Pendant cette période d'hésitation, je suis rentré un jour à la maison pour découvrir que ma belle-mère était partie. Mon mari avait préparé le dîner et s'est excusé pour son comportement. Il a reconnu qu'il était enfantin et a exprimé un profond regret pour ses actions, reconnaissant les critiques négatives qu'il avait reçues sur Reddit. Réalisant que tant de personnes trouvaient son comportement inacceptable, il comprenait qu'il avait eu tort. J'ai réitéré que le divorce pourrait être la meilleure option car je ne voyais pas de moyen d'avancer ensemble. En réponse, il m'a remis une lettre prenant l'entière responsabilité des problèmes de notre mariage et admettant ses erreurs. Il a demandé une dernière chance de prouver qu'il pouvait être un bon mari et père, promettant que s'il échouait, je pourrais utiliser la lettre pour poursuivre le divorce à tout moment. Après beaucoup d'hésitation, j'ai accepté de lui donner cette dernière chance et a informé mon avocat de suspendre les procédures de divorce pour le moment. Bien que mon avocat ait mentionné que la lettre n'avait aucune valeur légale, elle m'a assuré qu'elle pouvait gérer la situation avec ou sans elle. Pour l'instant, je suis prudemment optimiste, prête à voir si les efforts de mon mari mèneront à un véritable changement. Si les choses ne s'améliorent pas, je suis prête à prendre d'autres mesures pour garantir que ma fille grandisse dans un environnement sain et aimant. Je crois que la décision est entre mes mains et je suis maintenant déterminé à faire ce qui est mieux pour ma famille. Je veux remercier tout le monde pour leurs commentaires. Ils m'ont aidé à voir de nombreuses options. J'apprécie particulièrement ceux qui ont partagé leurs expériences de vie, me donnant la force d'agir. Pour info, je suis de retour à mon activité de vente de sacs. Mise à jour 4. Après que mon mari m'ait remis la lettre, nous sommes entrés dans une étrange phase de coexistence. En surface, les choses semblaient s'améliorer. Il a commencé à faire des tâches ménagères, à récupérer notre fille à la crèche et à même cuisiner le dîner quelquefois. Cela semblait qu'il essayait, mais quelque chose dans son comportement semblait performatif. Ses actions n'étaient pas consistantes, et j'ai remarqué que chaque fois que je n'étais pas là, les choses reprenaient comme avant. Par exemple, je suis rentré chez moi un jour en avance pour le trouver en train de jouer
à la PS5 pendant que notre fille était devant la télévision en train de manger des collations. Rien de dangereux, mais cela m'a montré que son engagement pourrait être plus une question de me flatter que de véritables changements. Puis, la nouvelle est tombée. Ma belle-mère m'a appelé, furieuse. Elle prétendait que je ruinais son fils en le faisant travailler à la maison et que j'utilisais ma suggestion masculine pour le castrer. Cela est venu sur le tas et ça m'a frappé. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait qu'il était acceptable de s'immiscer dans notre mariage. Et elle a répondu, « Il est d'abord mon fils, puis ton mari. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours. Cela m'a fait réaliser à quel point leur relation est encore fusionnelle et combien elle a d'influence sur lui, même quand elle n'est pas physiquement présente. Pendant ce temps, je suis retourné en thérapie, ce qui a été une bénédiction. Mon thérapeute m'a rappelé que je ne peux pas contrôler la relation de mon mari avec sa mère, mais je peux contrôler combien je laisse cela impacter ma vie et l'avenir de ma fille. C'était la clarté dont j'avais besoin. Quelques jours plus tard, je me suis assise avec mon mari pour une conversation sérieuse. Je lui ai dit que ses efforts, bien que appréciés, ne semblaient pas durables ou sincères. J'ai également évoqué les commentaires de sa mère et expliqué comment son implication était un facteur décisif pour moi. À ma surprise, il n'a pas argumenté. Au lieu de cela, il a admis qu'il se sentait déchiré entre être l'homme dont j'avais besoin et le fils que sa mère attendait de lui. Il a dit qu'il utilisait la lettre comme un moyen de gagner du temps, parce qu'il ne savait pas comment réellement changer. Cette honnêteté était rafraîchissante, mais cela a aussi brisé mon cœur. J'ai réalisé qu'il n'était pas prêt à grandir. Pas pour moi, pas pour notre fille, et peut-être même pas pour lui-même. C'était le moment où j'ai su que je devais lâcher prise. J'ai contacté mon avocat le lendemain et lui ai demandé de procéder au divorce. Cette fois, je n'ai pas hésité. Quand j'ai dit à mon mari, il avait l'air stupéfait, mais n'a pas contesté. Il a dit qu'il s'y attendait un peu et a demandé si nous pouvions garder les choses amiables pour notre fille. J'ai accepté et nous avons commencé le processus de séparation de nos vies. Quant à ma fille, j'ai décidé de déménager près de mes parents adoptifs, qui m'ont été incroyablement solidaires tout au long de cette épreuve. Je veux qu'elle grandisse dans un environnement stable, entouré d'amour, non de tension. Mon activité de vente de sacs est de nouveau en plein essor, et cela m'a donné un sens d'indépendance et de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée en épousant mon mari, mais c'est celle dont j'ai besoin pour donner la priorité à mon bien-être et à l'avenir de ma fille. J'ai appris que l'amour seul n'est pas suffisant. Cela prend du respect mutuel, des efforts et une volonté de grandir ensemble. Sans ces choses, même l'amour le plus fort peut s'effondrer. Mise à jour 5. Cela fait quelques mois que j'ai pris la décision de divorcer et je peux honnêtement dire que je me sens comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. La vie n'a pas été facile, le changement ne l'est jamais, mais cela a été beaucoup moins épuisant. Les premières semaines après la séparation étaient remplies d'un tourbillon d'émotions. Il y a eu des fois où je me suis remise en question, me demandant si j'avais fait le bon choix. La culpabilité s'insinuait, surtout quand je pensais à notre fille et à la façon dont elle serait affectée. Je ne voulais pas être ce genre de mère qui fait grandir son enfant dans un foyer brisé, mais je ne voulais pas non plus l'élever dans un environnement où l'amour était éclipsé par la dysfonction. Au début, mon ex-mari et moi avons essayé de garder les choses cordiales pour le bien de notre fille. Nous avons convenu d'une garde conjointe et établi un emploi du temps qui convenait à tous les deux. Il a déménagé dans un petit appartement à proximité et je suis resté chez mes parents. La première fois qu'il est venu chercher notre fille, j'ai vu un aperçu de l'homme que je pensais qu'il pouvait être. Il essayait vraiment d'être un bon père, même si je n'étais pas sûr qu'il serait jamais le partenaire dont j'avais besoin. Au fil des semaines, les choses ont commencé à se stabiliser dans un nouveau rythme. Je me concentrais sur mon entreprise, qui a grandi plus vite que je ne l'avais jamais anticipé. Je ne vais pas mentir, cela fait du bien d'être de nouveau épanoui. Je me souviens de ces nuits où j'étais épuisé, me demandant comment je pourrais trouver l'énergie de me reconstruire. Mais je l'ai fait, et je suis plus forte pour cela. Ma fille s'adapte aussi. Elle aime passer du temps avec son père, et elle se lie également de plus en plus avec mes parents adoptifs, qui ont été un soutien constant. J'ai remarqué un nouveau calme chez elle, comme si elle pouvait sentir que le chaos s'était apaisé. Je pense que nous découvrons tous notre nouvelle normalité. Quant à mon ex-mari, nous avons eu quelques conversations supplémentaires. Au début, je ne voulais rien entendre de lui, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il essayait sincèrement de changer, même si c'est un processus lent. Il a admis qu'il voyait un thérapeute et qu'il travaillait sur beaucoup de ses problèmes, y compris sa relation avec sa mère et sa peur de l'engagement. Je ne sais pas si nous allons un jour nous remettre ensemble. Franchement, je ne veux pas être coincé dans ce même cycle encore une fois. Mais je suis soulagé qu'il fasse le travail. Je suis fier de lui pour avoir pris ces mesures, même si ce n'est pas avec moi.
Je suis parvenu à un endroit de paix avec ma décision. Le divorce n'est pas un échec. C'est juste un chapitre dans une histoire plus grande. Pendant un moment, je me suis accroché à l'idée de préserver l'unité familiale. Mais j'ai appris qu'il est acceptable de redéfinir ce que signifie famille. Ma famille se compose maintenant de moi, de ma fille, de mes parents adoptifs et des personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis sur la bonne voie. J'ai tant appris sur moi-même, sur ce que je suis prête à tolérer, ce que je ne le suis pas, et comment défendre mes droits sans me sentir égoïste. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens pleine d'espoir. Je ne peux pas prédire où la vie me mènera, mais je suis prête pour ce qui vient d'ensuite. Merci à tous ceux qui ont suivi mon parcours et offert des conseils et des encouragements. Cela a signifié le monde pour moi. Maintenant, passons à la deuxième histoire. J'ai refusé les demandes ridicules de test de colocataire du petit ami de ma colocataire. Maintenant, elle menace de me remplacer par quelqu'un de plus soutenant. Moi, 19 ans, femme, vis avec ma colocataire, appelons-la Ashley, 20 ans, femme, dans un petit appartement à 2 chambres. Nous avons été amis depuis le lycée et avons décidé de partager le loyer lorsque nous avons commencé l'université. Tout allait bien au début, mais ensuite elle a commencé à sortir avec Jake, 22 ans, homme. Au départ, il venait juste quelques nuits par semaine, ce qui ne m'a pas dérangé. Mais au cours des derniers mois, il a pratiquement emménagé, mangeant notre nourriture, utilisant nos affaires, et ne contribuant pas un centime au loyer ou aux factures. J'en ai enfin eu assez, et j'ai dit à Ashley que Jake devait commencer à payer sa part, ou arrêter de vivre pratiquement ici. Elle s'est excusée et a dit qu'elle en parlerait avec lui. Je pensais que c'était la fin. Avançons rapidement à la semaine dernière. Je me préparais à sortir pour un groupe d'études tard à NS la nuit lorsque Jake m'a coincé dans la cuisine. Il m'a dit qu'il voulait me tester pour voir si je serais une bonne personne avec qui vivre à plein temps. J'étais perplexe et j'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que si je voulais qu'il paie le loyer, je devais prouver que j'étais matériel de colocataire, en montrant que je pouvais gérer le partage de l'espace avec quelqu'un comme lui. Il m'a alors donné une liste de règles qu'il voudrait que je suive s'il emménageait officiellement. Des choses comme faire ma part de la cuisine, bien que je prépare déjà mes propres repas. Ne pas amener de garçon, je suis célibataire. Mais pourquoi est-ce même pertinent? Et être respectueuse de son temps de jeu en gardant le Wi-Fi libre pendant ses live streams. J'ai ri au nez et lui ai dit qu'il n'emmenait pas. Il s'est fâché et a dit à Ashley que j'étais déraisonnable. Elle m'a confronté et a dit que Jake n'était que en train de tester les limites et que j'aurais dû être plus ouverte à l'idée. Elle m'a accusé d'être jalouse parce que je suis célibataire et a suggéré que j'essayais de saboter leur relation. Maintenant, elle dit que si je ne peux pas être soutenante, alors peut-être devrait-elle prendre une nouvelle colocataire. Une qui respecte sa relation. Je pense que c'est complètement insane, mais Ashley et quelques-unes de ses amies prennent le parti de Jake. Elle m'appelle égoïste et contrôlante. Aïta pour avoir refusé de le laisser emménager après son ridicule test. Mise à jour 1. Cela m'a aidé à voir les choses sous un tout nouveau jour. Honnêtement, je ne réalisais même pas à quel point j'étais manipulé par Jake et Ashley jusqu'à ce que je lise certains de vos avis. Je pensais qu'elles étaient mes amies, mais maintenant je vois à quel point leur comportement est manipulateur et toxique. Peut-être que je détestais juste l'idée de ne pas avoir d'amis, mais qui a besoin d'ennemis avec ce genre d'amis. Je ne vais pas mentir, cela me brise encore le cœur de me rendre compte de cela, et j'ai beaucoup pleuré. Mais cela ne change rien, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça a juste été des jours très émotionnels, veuillez pardonner mon discours. Depuis notre confrontation, Jake est passé en mode victime. Il dit à des amis communs que j'essaie de ruiner sa vie et de le jeter hors de l'appartement de sa petite amie. Laissez-moi vous rappeler, cet homme ne paie pas de loyer et ne contribue à aucune facture, alors l'appeler l'appartement de sa petite amie est déjà risible. Il me dépeint comme un monstre contrôlant et jaloux qui ne peut pas gérer sa personnalité directe. Pendant ce temps, Ashley est en train de tout avaler et de le défendre, disant que je réagis de manière excessive et provoque un drame inutile. Ce qui est pire, c'est que j'ai commencé à remarquer à quel point Jake a un contrôle sur Ashley. Elle a complètement adopté son récit et agit maintenant comme si j'étais l'ennemi. Par exemple, elle m'a dit hier soir que mon attitude rendait difficile pour eux de se sentir à l'aise dans leur propre maison. Leur maison. Cet appartement est à 50% à moi, mais soudain, je suis traité comme une invitée non désirée. J'ai décidé que j'en avais assez. J'ai déjà tout documenté. Sa présence constante, son fait de profiter de tout, et maintenant sa campagne de calomnie. Je vais contacter mon propriétaire cette semaine. La plupart des baux ont des clauses concernant les invités à long terme. Et Jake a définitivement dépassé son séjour. Quant à Ashley, je ne sais pas s'il y a une chance de sauver notre amitié. Je suis dévasté parce que je pensais qu'elle se souciait de moi.
Mais maintenant, je réalise qu'elle soutient le comportement abusif de Jake. Merci à tous ceux qui ont ouvert les yeux sur ce qui se passait réellement. Je posterai une autre mise à jour une fois que j'aurai parlé à mon propriétaire et pris d'autres mesures. Pour l'instant, j'essaie simplement de récupérer mon espace et ma tranquillité d'esprit. Aussi, je veux vraiment vous remercier d'avoir juste pris soin et d'avoir été là. C'est ce dont j'avais besoin d'entendre, et vous avez tous été honnêtes et justes avec moi. Je suis très reconnaissante pour le soutien que j'ai reçu et que je ne pouvais obtenir nulle part ailleurs. Mise à jour 2. Salut tout le monde, je voulais revenir avec une mise à jour finale maintenant que tout est résolu. Ça a été un tourbillon, mais je peux enfin dire que je suis dans un bien meilleur endroit, et je suis tellement reconnaissante envers tous ceux qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Après ma dernière mise à jour, j'ai contacté le propriétaire et expliqué la situation. Il s'avère que Jake avait violé la politique des invités dans notre bail en restant si souvent. Le propriétaire était compréhensif et ferme. Jake ne pouvait plus rester dormir, et si Ashley voulait l'ajouter au bail, nous devions renégocier tout, y compris sa part du loyer et des services publics. Lorsque j'ai partagé cela avec Ashley, elle était furieuse au début. Elle m'a accusé d'essayer de saboter sa relation et a même dit que j'agissais de manière mesquine. Mais alors que la réalité de la situation s'est installée, quelque chose a changé. Je pense que pour la première fois, elle a vu à quel point la présence de Jake avait perturbé nos vies et combien cela m'avait fait de mal. À ma surprise, Ashley s'est excusée. Elle a admis qu'elle avait été aveuglée par ses sentiments pour Jake et qu'elle n'avait pas considéré à quel point ses actions étaient injustes. Elle a dit qu'elle avait besoin de réévaluer les choses avec lui et a demandé un peu d'espace pour réfléchir. Au cours de la semaine suivante, Jake a cessé de venir. Ashley et moi avons eu une longue conversation sincère, et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de parler à mon ancienne amie à nouveau. Elle a admis que le comportement contrôlant de Jake ne lui convenait plus et qu'elle avait l'impression de se perdre en essayant de lui plaire. Et voici la meilleure partie. Ashley a rompu avec Jake. Elle a réalisé qu'il était manipulateur et toxique, pas seulement pour moi, mais aussi pour elle. Elle m'a remercié d'avoir tenu bon et de l'avoir aidé à voir la situation clairement. Nous travaillons encore à reconstruire notre amitié, mais les choses semblent beaucoup plus légères maintenant qu'il est hors de la photo. L'appartement est à nouveau paisible, et j'ai même commencé à redécorer pour que l'espace ressemble davantage à un chez moi. Ashley et moi prenons les choses un jour à la fois, mais nous avons toutes les deux convenu de donner la priorité à la communication et au respect à l'avenir. Je sais que toutes les histoires ne se terminent pas de cette manière, mais je suis tellement reconnaissante que la mienne le fasse. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à défendre mes droits. Cela a fait toute la différence. Sans vous, je vivrais maintenant un enfer.